Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Ravi de vous accueillir pour une série de deux rencontres avec une deuxième date qui est d'ores et déjà fixée le 15 mai sur l'organisation de la finance dans le contexte Covid-19 pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Le webinaire d'aujourd'hui traitera du thème de la responsabilité, parfois opposé au principe de solidarité cher au secteur associatif, alors que la combinaison de ces deux principes sociétaux produit des résultats assez remarquables. Pour exemple, la Suisse, dont la devise est tous pour un pour tous, a un PIB par habitant de 50% supérieur à celui de la France. Pour traiter ce sujet de la responsabilité, l'URIOPS et KPMG, en complicité avec le pôle santé-travail Métropole Nord et Maître Labbé, ont réuni autour de la table quelques spécialistes de la question. Alors, on accueille Ahmed Egazi, directeur de l'URIOPS Hauts-de-France, Mathilde Amelin, responsable du service juridique de l'URIOPS, Richard Sion et le docteur Marquis, tous deux médecins du travail à Pôle Santé-Travail, Pascal Labbé, avocat spécialisé sur le secteur de l'E2S, et Annabelle Calins, manager KPMG spécialisé en ressources humaines. À côté de moi, Stéphane Porres, senior manager en charge de l'activité conseil du secteur de l'E2S chez KPMG, et moi-même, Jacques Dufour, associé KPMG. Pour la bonne organisation de ce webinaire, nous avons fermé les micros, mais le chat est à votre disposition pour poser vos questions aux animateurs qui s'efforceront de vous répondre pendant l'animation ou ultérieurement s'il le faut. Vous avez la possibilité de poser des questions en mode privé. Nous vous répondrons en mode privé si vous le jugez plus opportun. Sans plus attendre, je passe la parole à Ahmed Egazi qui nous présente le contexte de responsabilité pour le secteur associatif médico-social. On est parti pour 1h30 de discussion. Ahmed, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Merci Jacques et heureux de vous retrouver tous pour ce webinaire en partenariat avec KPMG, avec Pôle Santé Travail et avec Maître Labbé, qui effectivement nous permettra d'évoquer les enjeux en matière de responsabilité, alors à la fois dans la perspective de la poursuite et de la reprise de l'activité. Cette question de la responsabilité, elle avait effectivement été soulevée par le réseau URIOPS-UNIOPS au début du mois d'avril par l'intermédiaire d'un courrier qui avait été adressé au Premier ministre. Courrier qui revenait sur un certain nombre de constats et de difficultés. Constat sur le fait que les associations qui accompagnent des publics vulnérables avaient dû, en grande urgence, dans le cadre de cette crise et de ce confinement, réorganiser et adapter leur fonctionnement. Réorganiser puisque, d'une part, un certain nombre de structures sont restées ouvertes, mais d'autres ont dû fermer. Et ça a donc demandé de faire évoluer des modes d'accompagnement, de faire évoluer des organisations. Adapté aussi puisque les structures elles ont été confrontées à la nécessité de fonctionner en mode dégradé, principalement en raison de taux d'absentéisme, alors qui sont toujours variables d'une structure à une autre, mais qui dans la majeure partie des cas sont quand même notables. À titre d'illustration, on constate parmi nos adhérents que ces taux d'absentéisme ils varient entre 10-15% dans les meilleures des situations, mais qui peuvent également parfois dépasser les 70%. Mode dégradé aussi, puisque les difficultés d'absentéisme et d'organisation auxquelles les établissements et services ont été fonctionnés concernent aussi les sièges, et malgré, tout comme les équipes de terrain, le fort investissement des sièges, quand même une difficulté peut-être un peu plus forte à accéder à ces ressources-là. Et puis aussi nécessité en face de ce mode dégradé de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles ressources, et donc vous me passerez l'expression, mais d'être un peu parfois dans la débrouillardise, ou en tout cas dans l'improvisation. Et donc qui dit improvisation dit respect des règles, parfois pas toujours assuré. Et donc cette capacité d'adaptation, assez rapidement, elle a mis en exergue les enjeux de responsabilité et le fait que cette responsabilité, in fine, elle revenait assez souvent aux dirigeants des structures.
deux illustrations un petit peu concrètes de ça. On a vu un certain nombre d'associations qui ont pris la décision de rouvrir certains lieux d'accueil parce que c'était nécessaire et parce que les conséquences du confinement elles-mêmes pouvaient être autant, voire plus importantes que les risques de contagion, ou encore autre illustration dans les maisons d'enfants à caractère social, nécessité de renfort RH et dans le même temps impossibilité de consulter le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Dans ces deux cas de figure, la responsabilité de la solution, elle revenait systématiquement aux dirigeants. Au-delà de ces éléments, une deuxième dimension qui était pointée dans ce courrier concerne la relation avec l'inspection du travail, et on évoquera assez largement les dimensions de droit du travail ce matin. Nous avions constaté dans le réseau, pas uniquement dans les Hauts-de-France, même si on verra qu'il y a un cas un peu emblématique dans les Hauts-de-France, on a été confronté à ça dans l'ensemble des régions, un certain nombre d'associations, en particulier dans le champ de l'aide à domicile, qui ont été saisies par des inspections du travail qui, bien que connaissant la situation en termes de moyens de prévention, se sont parfois contentés de rappeler simplement des obligations qui pèsent sur l'employeur en matière de santé et de sécurité, sans toujours être dans une dimension d'apport d'aide et de soutien. Alors, s'il y a évidemment des choses à retenir, des recommandations qui ont pu être faites à ces occasions, c'est quand même retrouver dans une situation un peu ubuesque où des associations, d'un côté, ne se voyaient pas donner les moyens de faire ou d'assurer la sécurité par les pouvoirs publics, et dans le même temps se voyaient rappeler à ces obligations par d'autres acteurs publics, voire plus que rappeler à leurs obligations, on verra. Alors c'est évidemment problématique de laisser des dirigeants associatifs seuls face à cet enjeu de la responsabilité. Ça l'est encore plus, c'est d'autant plus inconcevable en quelque sorte lorsqu'on se rappelle, Jacques, vous avez cité les enjeux de solidarité tout à l'heure, lorsqu'on se rappelle que ces associations, elles interviennent pour le compte de la collectivité et elles interviennent au nom de la solidarité nationale. On voit bien qu'on est dans un contexte où tout le monde a une réflexion sur la question de la responsabilité et où chacun est probablement à juste titre assez attentif à la sienne. On a vu le gouvernement être précautionneux sur un certain nombre de sujets. On a vu hier le projet de loi sur l'urgence sanitaire modifié au Sénat pour venir encadrer la responsabilité des élus locaux, mais aussi des employeurs. On a vu apparaître des premières plaintes de familles contre des EHPAD. On a aussi vu, au moins dans une situation, un EHPAD se retourner contre l'ARS. Donc, question de la responsabilité qui est mise sur la table par tout le monde. Pour le secteur associatif, le propos, il est évidemment pas d'ouvrir le parapluie, pour utiliser un terme qui sera peut-être repris tout à l'heure, évidemment pas ouvrir le parapluie, néanmoins, quand même rappeler, je le disais tout à l'heure, qu'il est difficilement concevable que des acteurs qui agissent pour le compte de la collectivité se voient in fine responsables de tout quand ils n'ont pas les moyens ou quand ils n'ont pas les consignes adaptées. La question des moyens, elle a été largement abordée à travers la question de la disponibilité des équipements de protection individuelle. Quand on parle de consignes adaptées, peut-être là aussi une ou deux illustrations. Toujours dans le champ de l'aide à domicile, une fiche métier qui est parue, dont tous les acteurs s'accordent à dire qu'elle est totalement inadaptée à la réalité du terrain et qu'elle demande à être travaillée. Mais en attendant, aujourd'hui, elle a été parue et elle est opposable. On a aussi vu, quand on parle de consignes adaptées ou nécessité de préparation en tout cas, vu apparaître des consignes nationales qui n'ont pas toujours été préparées sur le terrain. Ça a été le cas des visites en EHPAD, ça a été le cas de l'annonce sur la massification des tests. Et donc, on s'est retrouvé avec des dirigeants qui parfois ont été pris en étau entre des annonces nationales sans réelle préparation sur le terrain et des attentes, pour ne pas utiliser le terme de pression, en tout cas des attentes légitimes de la part des familles, des professionnels ou des personnes accompagnées sur la mise en œuvre de ces mesures. Et systématiquement des dirigeants renvoyés à leurs responsabilités en matière de prise de décision et de mise en œuvre. Et on peut d'ailleurs dire au passage que cette question du renvoi à la responsabilité des dirigeants, elle est surprenante, ou en tout cas elle offre un contraste qui peut être un peu saisissant avec un contexte
un peu plus courant dans lequel les établissements sont incités très largement à faire des signalements d'événements indésirables à la moindre occasion. On peut se dire aujourd'hui que les autorités de tarification auraient été bien en peine de traiter l'ensemble des signalements d'événements indésirables si les établissements en avaient produit, dans ce contexte où, encore une fois, les difficultés n'étaient pas systématiquement de leur ressort. Alors justement, peut-être pour faire le lien avec une dimension locale, là j'ai évoqué à la fois les démarches au niveau national et puis des éléments un peu généraux. L'ensemble de ces éléments sont des points d'interpellation, en tout cas qui ont fait l'objet d'échanges et d'alertes auprès des autorités de tarification locales et aussi auprès de la directe. Et on voit bien que la situation actuelle, elle produit des effets paradoxaux et qu'il convient d'accompagner. Du côté des autorités de tarification, on a alors les mêmes difficultés à fonctionner en mode dégradé, c'est une réalité. On a aussi la nécessité de décliner des consignes nationales sans que ces autorités de tarification aient toujours elles-mêmes les éléments de préparation. Elles parfois découvrent les annonces en même temps que les acteurs de terrain, mais aussi de la part de ces autorités de tarification, une difficulté parfois à sortir d'une posture qui est celle justement de l'autorité de tarification, de la régulation, et qui renvoie encore une fois à la responsabilité. Du côté de la directe, aussi situation un petit peu paradoxale, Mathilde Amelin l'évoquera peut-être, avec d'un côté la nécessité en tout cas la prise de conscience sur la nécessité de s'adapter au contexte actuel et de tenir compte de la réalité, mais dans le même temps, une inspection du travail qui reste, vous me passerez l'expression, droite dans ses bottes sur l'application pleine et entière du corpus législatif et réglementaire, et une liberté d'appréciation qui est d'ailleurs rappelée par la directe. Donc l'ensemble de ces éléments nous ont amené à vous proposer ce webinaire aujourd'hui sur la question de la responsabilité, avec le souhait aujourd'hui à la fois d'avoir un décryptage en tout cas des différents textes, de l'ordonnance de référé qui concerne l'ADAR aussi, qui sera évoqué tout à l'heure, ce décryptage avec Mathilde Amelin-Rigaud et avec Pôle Santé Travail, et puis d'avoir aussi une réflexion un peu plus large sur ces enjeux de responsabilité avec Maître Labbé, et du coup aujourd'hui d'identifier quels sont les leviers à court mais aussi à moyen terme pour aborder collectivement cette question de la responsabilité, ce qui nous paraît d'autant plus nécessaire aujourd'hui que, assez paradoxalement ou pas, je ne sais pas, en tout cas la perspective du déconfinement, elle fait naître autant de questionnements et de craintes que la perspective du confinement n'en a généré en son temps. Voilà pour quelques éléments d'introduction. Merci Ahmed pour la fixation de ce contexte. On a donc imaginé ce webinaire en 3 temps qui s'affichent à l'écran. D'abord, la responsabilité de l'employeur, la question des différents champs de la responsabilité en période d'activité anormale adaptée à notre activité associative médico-sociale, et enfin la question de la sécurisation des décisions des organes de gouvernance. Et puis Ahmed nous fixera quelques perspectives pour retourner à l'action sereinement. Sans transition temps 1, je donne la parole à Mathilde Amelin-Rigaud, responsable du service juridique de RIOPS, à Richard Sillon et Alban Marquis, tous les deux médecins du travail chez Pôle Santé Travail. Mathilde, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous. Comme l'a rappelé Ahmed Egazi, dans ce contexte de gestion de la crise épidémique du Covid-19, de nouvelles modalités d'organisation du travail et de nouvelles conditions de travail se sont rapidement mises en place. Le télétravail est devenu depuis la mise en place du confinement le mode d'organisation à privilégier, et il le restera encore au regard de ce qui est réaffirmé pour la nouvelle étape autour du déconfinement. Donc, dans la mesure où les associations du secteur sanitaire, social et médico-social sont des employeurs comme les autres, elles doivent, elles aussi, privilégier cette modalité d'organisation du travail.
mais ce ne sont pas tout à fait des employeurs comme les autres, au regard des activités essentielles à la vie de la nation qu'elles portent, et que l'on pourrait tenter de résumer au travers des notions de soins et d'accompagnement des personnes vulnérables. Pour ces associations, le télétravail ne peut être la seule modalité de mobilisation des salariés. Certains d'entre eux doivent et devront continuer à exercer leur mission, qu'ils soient ou non au contact des publics accompagnés. C'est donc particulièrement exposé aux risques liés au Covid-19 que de nombreux employeurs craignent de voir leurs responsabilités engagées. Que recouvre cette notion de responsabilité? Vous l'avez dit en introduction, nous verrons avec Maître Labbé que la responsabilité peut revêtir différents pans. Mais alors qu'Ahmed Hegazi a introduit ce webinaire en évoquant les questions de responsabilité d'employeur, je vous propose de nous saisir un petit peu plus précisément de cette question. Dans le laps de temps qui nous est offert ici, notre intention n'a pas été de reprendre de manière magistrale les éléments qui composent la responsabilité de l'employeur, mais plutôt d'aborder cette question sous l'angle d'une boîte à outils où l'on pourrait mettre en avant les éléments sur lesquels un employeur, plus précisément des secteurs sanitaires, social et médico-social, pourrait venir s'appuyer pour appréhender au mieux cette notion de responsabilité. Alors, dans ce contexte très particulier, je le rappelle, du Covid-19, dans un souci d'efficacité et suivant un premier élan peut-être un peu rapide, on aurait eu tendance dans les premiers temps à vouloir résumer cette question de la responsabilité de l'employeur par la fourniture des équipements de protection individuelle, qui sont largement représentés par la question des masques et du gel hydroalcoolique, qui ont occupé les devants de la scène médiatique, en tout cas pour les salariés qui sont présents sur place. Alors malheureusement ou heureusement peut-être, la responsabilité de l'employeur ne se limite pas à fournir ou à rendre accessibles ces équipements de protection. Juste pour resituer quand même cette question de la responsabilité, le ministère du Travail nous rappelle sur son site que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Donc aujourd'hui, il n'incombe pas à l'employeur de garantir l'absence de toute exposition des salariés à des risques, mais de les éviter le plus possible et s'ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du gouvernement, on l'a dit, pour prendre les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés. Donc dans la situation actuelle, la mission finalement de l'employeur, on pourrait tenter de la résumer au travers de plusieurs axes, c'est de procéder à l'évaluation des risques encourus sur les lieux de travail et qui ne peuvent être évités, de déterminer en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes, d'associer les représentants du personnel à ce travail, de solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail, qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs, les représentants, et donc de préconiser toute information utile sur les mesures de protection, et de respecter, de faire respecter les gestes barrières qui sont recommandés par les autorités sanitaires. Donc on le voit, les équipements, en tout cas on le cible bien, les équipements de protection et les gestes barrières ne constituent en réalité qu'une partie de la réponse aux éléments que l'employeur pourrait mobiliser pour tenter de limiter sa responsabilité. Alors pour identifier les outils auxquels vous pourriez faire appel pour évaluer le degré de votre responsabilité ou tenter de la limiter, nous vous proposons avec Pôle Santé Travail d'aller interroger ou réinterroger des éléments qui composent aujourd'hui votre environnement plus ou moins proche. Alors ces éléments, ce seraient les éléments de communication du ministère du Travail, de manière un petit peu plus proche, votre document unique d'évaluation des risques professionnels, et puis si nous prenons un peu de recul, nous pourrions
comme l'a annoncé Ahmed Egazi, nous imprégner ou tenter j'allais dire, de relever des points d'alerte issus du contrôle judiciaire, notamment d'une des premières ordonnances de référé en la matière. Alors, le premier réflexe, je vous le disais, c'est peut-être de se tourner vers le ministère du Travail qui nous livre un premier niveau d'information. Le ministère du Travail est aujourd'hui particulièrement actif, sa communication est fournie et il met à disposition des outils sur son site internet qui sont essentiellement des fiches. Alors, comme tout le monde, le ministère a évolué depuis le début de la crise. Au début, quand on dit au début, c'est finalement au début du mois de mars. Nous pouvions prendre connaissance des éléments généraux portant sur les mesures que l'employeur devait prendre pour protéger la santé de ses salariés face au virus, et son contenu est finalement plutôt d'ordre général. On va retrouver des éléments sur les règles de télétravail, on va retrouver des éléments sur les gestes barrières, et puis d'autres éléments qui finalement ne font que rappeler, qui ne sont qu'une synthèse finalement des éléments déjà consignés à l'époque. Les mesures à prendre en cas de contamination ou de suspicion, les règles de nettoyage des locaux, des sols et surfaces, et puis la prise en compte des situations de travail particulières. On n'était pas véritablement, j'allais dire, particulièrement sécurisé avec ces éléments. D'autres fiches, j'allais dire, sur les liens employeurs-salariés sont venues agrémenter tout ça. Et au fur et à mesure de l'avancée de cette crise, les éléments se sont faits d'autant plus précis, au travers notamment de la publication des fiches conseils métiers. Donc attention sur la valeur de ces fiches, ce ne sont que des fiches qui ont une valeur finalement indicative, c'est-à-dire qu'elles ont vocation à outiller, mais elles ne créent pas en tant que telles du droit. Pour autant, elles existent, donc elles peuvent être utilisées par les employeurs, mais elles seront aussi vraisemblablement utilisées par les inspections du travail lors de leur contrôle. Donc il est plutôt intéressant de les avoir en tête. Actuellement, les fiches conseils dont nous pouvons nous saisir utilement seraient les suivantes. Nous avons déjà évoqué son existence, la fiche portant sur l'aide à domicile. Alors elle était très attendue. Elle est décriée, on a pu le dire tout à l'heure, puisque finalement les employeurs pourraient nous dire qu'elle ne prend pas en compte la réalité de terrain avec laquelle ils doivent composer lors de leurs interventions. Pour autant, celle-ci existe et donc on ne peut pas en faire l'impasse. Et elle peut être intéressante quand même, j'allais dire, sur la démarche à adopter par les employeurs et à faire adopter à leurs salariés lors de leurs interventions, puisqu'elle comprend finalement des choses assez évidentes du type de préparer son intervention, d'avoir quelques éléments de consigne en termes de réalisation et de vérifier en fin de journée que toutes les mesures ont bien été respectées. Si nous tentons d'élargir un petit peu plus sur, non plus en se focalisant sur le secteur d'activité, mais plutôt sur des fonctions support ou transversales, puisque ce sont aussi des fonctions qui sont exercées au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, on pourrait trouver aujourd'hui une fiche sur l'entretien des locaux ou plutôt à destination des agents de maintenance. Alors, même s'il apparaît que le ministère est très à l'œuvre sur la rédaction et la diffusion de ces fiches, il semble qu'il y en ait finalement peu que nous puissions directement utiliser, mais lors d'une audioconférence avec la Directe, celle-ci nous indiquait que de nombreuses fiches étaient à la rédaction et que vraisemblablement nous pourrions en disposer de plus nombreuses dans les semaines à venir. Le ministère nous oriente également vers des guides des organisations professionnelles, mais nous n'identifions pas a priori d'outils de ce type rédigés par nos organisations professionnelles du secteur, même si bien entendu les syndicats employeurs et autres fédérations travaillent utilement à outiller leurs adhérents aujourd'hui. Donc, quand bien même le contenu de ces fiches serait sectoriel,
ou établies en fonction des métiers exercés. À la lecture de chacune d'elles, nous pouvons noter qu'elles renvoient toutes à la nécessité d'évaluer les risques encourus par les salariés et de prévoir les mesures pour les prévenir. Donc cette démarche d'évaluation des risques professionnels ne doit pas être appréhendée comme une énième contrainte à gérer en ce moment de crise. On sait que ça peut être, j'allais dire, une réaction parfois un peu épidermique de se dire encore un outil à mettre à jour, mais j'allais dire ce n'est pas sous l'aspect chronophage qu'il faut appréhender cette question. Le document unique matérialise une démarche d'évaluation des risques professionnels et c'est un véritable outil de gestion des risques dans la relation employeur-salarié, mais aussi leurs représentants, mais aussi un des premiers documents, et ça il faut l'avoir en tête, qui sera demandé par l'inspection du travail en cas de contrôle. Donc il doit être retravaillé, mis à jour au regard de la situation que les associations traversent actuellement, en sachant que l'ensemble de cette démarche d'évaluation des risques devra reposer sur un plan de continuité de l'activité, travailler au regard de l'identification des activités qui devront soit être suspendues, soit télétravaillées et poursuivies, mais aussi au regard d'activités qui doivent être créées et qui relèvent de l'adaptation à la situation pour assurer la continuité de l'accompagnement. Donc, ces activités poursuivies dans le cadre de ce plan de continuité de l'activité devront également s'adapter aux recommandations en place au regard de la situation épidémique et faire l'objet de nouvelles modalités d'organisation du travail. Donc, pour sécuriser leur prise de responsabilité dans la mise en œuvre de ce plan de continuité d'activité, les associations devront tracer et suivre l'évaluation des risques encourus par les professionnels et les mesures adaptées prises pour les protéger donc dans ce document unique. Le ministère réaffirme, pour refaire le lien avec leur communication, dans leur développement relatif à la sécurité et la santé des travailleurs, les obligations générales de l'employeur et sa responsabilité. Ce sont les éléments que je vous avais représentés en introduction, en disant qu'il n'incombe pas à l'employeur de garantir l'absence de toute exposition des salariés à des risques, mais bien de les éviter le plus possible. Et s'ils ne peuvent être évités, les évaluer régulièrement, en fonction notamment des recommandations du gouvernement. Donc, j'allais dire, pour les juristes, ça nous parle un petit peu plus. On est passé d'une logique d'obligation de résultat à assurer la sécurité des salariés à une obligation de moyens renforcés. Donc, ce qui est intéressant, j'allais dire, pour les employeurs, c'est de se dire qu'ils n'ont pas une obligation, entre guillemets, totale à laquelle ils ne pourraient se défaire, en tout cas totalement, mais plutôt l'idée de mettre tous les outils en place pour veiller à assurer la santé et la sécurité, et ensuite, j'allais dire, de pouvoir argumenter et de tenter de se dégager de cette responsabilité en prouvant qu'ils ont bien mis en place tous les éléments. Alors, le fait d'avoir consigné tous ces éléments au sein du document unique pourra protéger l'employeur, mais ça n'empêchera pas que des actions puissent être intentées. Mais voilà, en tout cas, le décor sera posé, si on peut dire les choses comme ça. Alors, face à la pandémie, je reprends les critères qui pourraient être, j'allais dire, retenus pour constituer la responsabilité. Et puis, après, je me permettrai de passer la parole à Pôle Santé Travail pour qu'il nous dise comment ils sont, j'allais dire, un élément essentiel dans la mise à jour de ce document unique. Donc, face à la pandémie, la responsabilité de l'employeur est évaluée au cas par cas, au regard de plusieurs critères. La nature des activités du salarié, son niveau d'exposition au risque, les compétences de l'intéressé, son expérience et aussi l'étendue des mesures prises par l'employeur, notamment en termes de formation, d'information, d'organisation du travail et des instructions qui ont été délivrées dans ce que le ministère nomme la chaîne hiérarchique. Alors ce document est évolutif,
il est le reflet d'une situation, d'une association à un moment T, et il doit être réactualisé en fonction de l'évolution de la situation dans l'association. Donc ça veut dire que finalement, on pourrait avoir un document unique au moment où, si on prenait des grandes étapes, le confinement se met en place, et puis il y aurait une autre version potentiellement qui se mettrait à jour, qui devrait être mise à jour au moment du déconfinement. Donc voilà, si vous le voulez bien, messieurs de Pôle Santé Travail, peut-être de replacer le rôle essentiel de la médecine du travail là-dedans. Bonjour, je suis le docteur Alban Marty, je vais donc répondre à cette question. Alors, un service de santé au travail interentreprise a 4 missions. La première est la surveillance de l'état de santé des salariés, c'est-à-dire de vérifier que leur état de santé est compatible avec leur poste de travail. Il y a également la mission de conseil aux employeurs et aux salariés, et dans ce cadre, on retrouvera bien la partie aide à l'employeur à la rédaction du document unique. Donc, un employeur peut solliciter son service de santé au travail pour avoir un avis sur le document unique et son évaluation des risques. Le service de santé au travail a aussi un rôle d'action en milieu d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a ces fameuses fiches qui sont éditées au niveau du ministère qui ne correspondent pas forcément à la réalité du terrain, et le service de santé au travail peut se déplacer sur le terrain pour aider l'employeur à faire un peu coïncider les deux. Et enfin, les services de santé au travail ont un rôle de traçabilité, de veille sanitaire, c'est-à-dire de reprendre et de faire remonter des données de santé anormales qui nécessiteraient des actions. Pour ce qui est de la responsabilité de l'employeur, on rappelle que l'employeur n'a pas à faire de discrimination sur une personne par rapport à un état de santé. C'est très intéressant en cette période de Covid où le gouvernement nous explique que certaines personnes en situation de fragilité ne doivent pas être exposées au travail au coronavirus. Donc, si certains employeurs étaient tentés au départ d'interroger eux-mêmes leurs salariés, il apparaît évident que légalement, ils doivent solliciter leur service de santé au travail s'ils ont un doute légitime sur une personne et son état de santé, afin que le médecin du travail puisse proposer les aménagements qui pourraient être nécessaires. Encore une fois, le médecin du travail est tenu au secret médical et n'identifiera pas pour l'employeur les salariés fragiles, ne donnera pas d'informations à un employeur sur l'état de santé, mais se prononcera sur des tâches et des aménagements qui seront à mettre en place pour un salarié. En ce qui concerne l'aide à la personne, on peut très bien imaginer que les soins de trachéotomie soient déconseillés pour un certain nombre de personnels ou autre chose. Donc on aura toujours le besoin pour l'employeur d'interroger le médecin du travail afin d'être certain d'avoir mis en place toutes les mesures nécessaires pour avoir protégé son salarié. Voilà, je pense que je vais passer la parole à Dr Richard Sion. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec toi, Alban. J'ajouterais juste une chose, effectivement, du côté de l'employeur, je pense important de simplement demander aussi à ses salariés de se signaler auprès de la médecine du travail s'ils pensent qu'ils peuvent être, pour une raison ou une autre, à risque ou être considérés dans la liste des personnes vulnérables dont une nouvelle mise à jour vient de sortir au JO de ce matin sur un décret d'hier. Et après, ce sera ensuite au médecin du travail de rencontrer ou d'échanger avec le salarié pour mettre en place d'éventuels aménagements ou restrictions.
Et je pense qu'on ne peut pas demander, notamment pour des grosses entreprises, de dire voulez-vous, s'il vous plaît, cher docteur, reprendre un à un la liste de mes salariés et me dire ceux qui doivent bénéficier de mesures particulières. Voilà. C'est vrai que vous avez raison, c'est vraiment, j'allais dire, un travail de partenariat en fait qui doit être établi entre les salariés, l'employeur, les services de médecine du travail pour que finalement on puisse optimiser. Vous avez raison, on sait à quel point les services de santé au travail sont actuellement mobilisés, j'allais dire pour optimiser et d'avoir un accompagnement qui soit au plus près des intérêts des salariés et bien sûr au plus près des intérêts de l'employeur. Tout à fait. Et je vais rebondir sur une dernière chose. Là, on intervient au niveau prévention en amont. Moi qui m'occupe d'un centre hospitalier, donc vous doutez bien qu'il y a un nombre de contaminations et de risques beaucoup plus important. On a aussi mis en place un système d'entretien qui est téléphonique, qui est fait sur des sortes de questionnaires qui permettent de faciliter et dans les meilleures conditions possibles pour l'environnement des autres employés, le retour au travail de ceux qui auraient été considérés comme Covid positifs ou fortement suspectés. Donc c'est aussi quelque chose dont vous pouvez les informer. Ça passe pas par une visite, il suffit d'un entretien téléphonique. Et à partir de là, on peut éditer un document non médical, mais précisant qu'il n'y a pas de contre-indication au retour du salarié dans l'entreprise. D'accord. Ce sont des éléments intéressants aussi, j'allais dire, d'intervention peut-être un peu différente par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Alors on est plus dans le pratique que dans la responsabilité de l'employeur, je suis d'accord, hein, mais je pense que c'est des éléments utiles. Tout à fait. Parfait. Très bien. Merci Mathilde, Alban et Richard pour ces interventions. Je me tourne vers Maître Labbé. Mathilde disait que les fichiers avaient essentiellement un intérêt indicatif. Est-ce que vous pensez, Maître Labbé, que la crise sanitaire va pousser le législateur à écrire de nouveaux textes? Oui, merci de votre question, Monsieur Dufour, et je salue les uns et les autres par la voie Internet. Des nouveaux textes. Je vous propose d'abord une réflexion, puisque l'avenir se fait en regardant le passé, sur la question des risques sociaux et risques sanitaires. À l'époque de mes débuts, le risque nouveau qui est apparu, c'est le risque du sida. Sida transfusionnel, sida maladie professionnelle, sida accident de travail et d'autres risques par la suite. Regardez l'amiante, regardez l'aléa thérapeutique, regardez les maladies nosocomiales, regardez les catastrophes naturelles, regardez le risque nucléaire. Et la plupart de ces risques, sauf peut-être le risque nucléaire, parce que le nuage n'a jamais atteint la France, et les risques, comment le problème se pose-t-il finalement? Au travers des victimes. La victime du sida transfusionnel, que fait-elle? Un procès. Un procès à qui? À l'hôpital? Au CRTS? À l'hôpital? Toutes les démarches ont été tentées. Et parce que les procès sont longs et difficiles et aléatoires, on a mis en cause la responsabilité des élus, la responsabilité des ministres, la responsabilité, sauf erreur, du Premier ministre, Laurent Fabius, Georgina Dufoy, vous connaissez la réponse, nous sommes responsables, mais pas coupables. Et si l'on prend statistiquement tous ces risques, finalement, quelle est la réponse donnée au final? Eh bien, tout simplement, la création d'un fonds de garantie.
évitons pour les victimes des procès fastidieux, lourds et pénibles, et permettons au moins à celle-ci de toucher une indemnisation par le biais des fonds de garantie. Fonds de garantie alimentés en large part par les compagnies d'assurance, et tout va bien. Et donc, vous m'interrogez, Monsieur Dufour, sur les perspectives. En voici une, statistiquement. Si je faisais l'algorithme, je vous dirais, très vraisemblablement, il y aura tôt ou tard, et ça simplifiera beaucoup de choses, un fonds de garantie. Deuxième réflexion sur les textes potentiels. Coronavirus égale maladie professionnelle. J'attire respectueusement l'attention des uns et des autres sur le fait que actuellement le débat est de savoir si, pour les personnels soignants, ça pourrait être une maladie professionnelle. Si c'est pour les soignants que la maladie peut être professionnelle, on pourrait imaginer une extension de la notion de maladie professionnelle, ou en tout cas, peut-être, des salariés victimes qui viendraient dire, mais nous n'avons pu attraper le coronavirus que dans le cadre professionnel. En conséquence, c'est une maladie professionnelle. Attention, parce que la maladie professionnelle peut être intégrée, plus exactement, donne lieu au tableau, et peut-être que le coronavirus pourrait être repris dans un tableau, ce qui ferait du coronavirus une maladie professionnelle généralisée. Vous connaissez, on y reviendra, les risques qu'il y a pour une entreprise, pour un employeur, d'avoir une déclaration de maladie professionnelle dans son établissement. Troisième réflexion, elle rejoint l'une des questions posées par la voie de ce mécanisme de télétransmission de données. C'est la question qui est posée par les ordonnances et l'article 44-21 qui sert de support juridique à l'action menée par l'inspection du travail sur l'ADAR et sur les obligations qu'il y a de mettre en place un certain nombre de mesures découlant de l'application de ce texte. Le texte, il existe, mais vous me posez, Monsieur Dufour, la question des nouveaux textes. À très court terme, il faudrait sans doute que nous ayons, au niveau du ministère du Travail ou de la Santé, une réflexion, une position, un nouveau texte, une interprétation de cet article R44-21-1. Ce texte doit-il s'appliquer dans les structures de l'économie sociale, dans les EHPAD, dans les associations d'aide à domicile? Non. Le texte dit c'est la prévention des risques biologiques et les obligations de l'entreprise, livre 4, titre 2 du Code du travail, partie réglementaire. Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements. Bien, eh bien, les aléas du direct nous font vivre une aventure de coupure momentanée, et je présente toutes les excuses de la technique à Maître Labbé qui était enflammé dans sa présentation. Donc, le temps de lui laisser reprendre à l'endroit où il a été interrompu, peut-être en interlude, Mathilde, si elle m'entend, pourrait reprendre. Oui, je vous entends. Pourrait reprendre la question du litige ADAR en à peu près 30 secondes pour refixer le cadre de cette ordonnance.
Alors, 30 secondes, ça va être un peu rapide, mais puisqu'en plus, cela fait l'objet des demandes des participants, si on essaye de recibler ce que nous souhaitions mettre en avant de cette ordonnance de référé, l'idée n'était pas de rentrer, j'allais dire, dans un débat autour de la place de cette association, les éléments du juge en tant que tel, mais plutôt des points d'alerte, en fait. Quels sont les points du contenu de cette ordonnance de référé qui finalement pourraient être appréhendés par les employeurs, bien entendu, du secteur de l'aide à domicile, mais qui pourraient être un petit peu élargis en fait à l'ensemble des associations du secteur sanitaire, social et médico-social. On voit que le juge place, si on essaye de schématiser un petit peu et donc de vulgariser un petit peu quand même le contenu de cette ordonnance, le juge place son interprétation autour de 4 thèmes. Le premier, c'est l'activité. Il demande à l'association de prévoir certaines mesures. Pour le coup, tout à l'heure, nous parlions du plan de continuité de l'activité. Il demande à l'association de mettre en place un certain nombre de mesures pour connaître de manière précise les modalités d'organisation dans le cadre de cette gestion de la crise. Donc, il nous demande de prévoir des critères d'importance des prestations à réaliser pour que celles-ci puissent être aménagées ou maintenues. Il demande de prévoir la liste des interventions qui est supprimée et des interventions maintenues, de prévoir des modalités de vérification préalable à l'intervention afin de vérifier l'existence de symptômes ou l'existence du virus. Et il demande également que les clients soient prévenus qu'ils devront porter un masque si les clients présentent un symptôme ou ont été diagnostiqués. Et en général, peut-être pas sur toutes, mais en tout cas sur bon nombre d'entre elles, en tout cas bon nombre de ces conclusions, injonctions, il demande que ces éléments soient établis de manière précise et il demande qu'il y ait un suivi de ces éléments. Donc finalement, il faut que la consigne soit clairement affichée, il faut qu'elle puisse être correctement appréhendée par les salariés et il faut qu'il y ait des modalités de suivi pour voir si véritablement les modalités qui sont mises en place pour le maintien de ces activités sont correctement appliquées. Donc les éléments qu'on a pu avoir, j'allais dire, avec quelques adhérents, les retours que nous avons eus de quelques adhérents ont pu nous dire que oui, ils appliquaient parfois certaines de ces, alors on va le voir comme des préconisations, hein, puisqu'on là on ne va pas rentrer dans le litige en tant que tel, les appliquer, mais pas forcément de manière aussi systématique. Et puis en plus, ce qu'il est important de rappeler, c'est que finalement cette ordonnance de référé a été prise au début du mois d'avril, c'est-à-dire finalement au premier moment de la gestion de la crise, et que les associations de l'aide à domicile, mais si on élargit le spectre de manière un petit peu plus générale, on l'a dit, ont eu à se réorganiser dans le cadre de cette gestion de la crise, donc ont forcément pris d'autres mesures depuis finalement ce qui nous sépare de cette ordonnance, c'est-à-dire depuis déjà un mois. Donc voilà, une géométrie variable sur l'appréhension de ces mesures, et puis voilà, parfois une grande difficulté à être dans cette traçabilité que demande le juge. Un autre focus sur les équipements de protection individuelle. Si nous tentons de les résumer, il faut des consignes relatives aux conditions d'intervention et à l'emploi de ces équipements de protection individuelle, des mesures à prendre en cas d'accident, mais également, bien sûr, l'obligation pour l'employeur de procurer les équipements de protection en quantité suffisante et appropriée à la nature et au nombre d'interventions. Et là, pour le coup, on est très clairement dans la difficulté des services d'aide à domicile de ne pas avoir été dotés en priorité, alors que vraisemblablement, c'était quand même, j'allais dire, des associations ou des salariés qui étaient, si vous me passez l'expression, les premiers au front. Et également des consignes d'approvisionnement des salariés en équipement de protection. Puisque voilà, on a toute la polémique sur la manière de porter un masque, sur la manière de se réapprovisionner, et là c'est typiquement dans le cadre de cette ordonnance en gel hydroalcoolique, comment ne pas, j'allais dire, venir se contaminer à ce moment-là. Et puis,
la mise en place dans un troisième axe de ce document unique d'évaluation des risques. On revient sur cette, j'allais dire, sur cette obligation au travers de la définition des risques en tant que tels, des consignes précises, j'allais dire, à transmettre aux salariés pour adapter les conditions d'intervention au domicile des clients et des équipements et sur les équipements de protection individuelle et sur la nécessité également de fournir aux salariés ces équipements de protection individuelle et également d'exiger le respect de ces consignes. C'est là où c'est parfois un petit peu compliqué et ce qui a pu nous revenir, j'allais dire, de certains de nos adhérents pour juger de la mise en place et pour attester de la mise en place de ces mesures et du port correct éventuellement de ces équipements de protection, c'est peut-être la nécessité d'avoir un référent, j'allais dire, sur ces questions pour veiller à ce que les mesures soient particulièrement bien mises en place et suivies, comme le demande le juge, et de pouvoir, j'allais dire, réintervenir le cas échéant. Une dernière question porte sur la question de l'agent biologique. Effectivement, Maître Labbé commençait à évoquer cette question. Et puis, je trouvais aussi peut-être intéressant d'avoir le retour de la médecine du travail là-dessus, puisque un des éléments sur lesquels, j'allais dire, l'association a été mise en difficulté, c'est que justement, il n'y ait pas eu une correspondance entre le classement de cet agent biologique qui est le virus, avec les obligations de suivi individuel renforcé qui seraient nécessitées pour les salariés particulièrement exposés. Voilà brièvement ce qu'on peut retenir, et vulgairement, j'en ai bien conscience de cette ordonnance, mais qui doivent constituer des points d'alerte pour les associations qui nous écoutent aujourd'hui. Merci Mathilde pour la description de cette ordonnance. Maître Labbé, qui est à ma gauche, va évidemment vous donner la contradiction. Oui, évidemment. Décrire la situation de l'ADA. Mon propos était de voir quel est le fondement utilisé par l'inspection du travail pour demander à un employeur de réaliser un certain nombre de mesures dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Actuellement, la question qui est posée, c'est de savoir si l'article R 4421.1 s'appliquerait ou s'applique dans l'ensemble des structures, dans n'importe quelle entreprise où un salarié peut être exposé à quelqu'un qui aurait ou qui a le coronavirus. Le texte, moi je suis à côté de M. Dufour. Si j'ai le coronavirus, est-ce que l'on ne dira pas qu'APMG n'a pas respecté l'article R 4421? Alors, mon propos était de dire que l'article R 4421.1 prévoit que les dispositions, l'ensemble des dispositions du titre du Code du travail, du titre 2, s'appliquent dans tous les établissements. Et comprenez qu'on est déjà avec une notion extensive. Quand on dit que le domicile d'une personne âgée, c'est un établissement, c'est peut-être étendre le texte au-delà de ce qui est prévu et dire établissement dans lequel la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. C'est l'activité de KPMG, c'est de recevoir des personnes. Eh bien, si jamais ils rencontrent M. Dufour qui a le coronavirus, ils pourront utiliser l'article R 4421. Ça s'est fait pour la DAR, ça s'est fait et ça pourrait se faire pour Amazon, ça s'est fait pour Carrefour au visa du même texte. Et donc, la critique de l'ordonnance, elle est de dire actuellement, mais non, l'inspection du travail qui étend l'analyse du texte à toutes les structures dans lesquelles il peut y avoir un risque de contamination, cette interprétation-là est mal fondée et trop extensive. Et à l'appui de cette analyse, vous avez le deuxième alinéa
qui dit qu'un certain nombre de préconisations ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un. Historiquement, ce texte était fait pour l'Institut Pasteur, pour les laboratoires d'analyse biologique, pour l'expérimentation médicale, mais pas pour les logements des personnes âgées visitées par les aides ménagères. Et donc, dans ce climat actuel d'état d'urgence, le gouvernement a pouvoir de prendre des textes. Ici, c'est un texte réglementaire pour que soit précisée la notion d'établissement dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs. J'invite les structures, par exemple adhérentes de l'URIOPS, si jamais on leur dit que l'article R 4421.1 pourrait s'appliquer et que la structure doit dès lors mettre en place tout ce qui est prévu par le livre 4, eh bien, j'invite ces structures à dire non, ce texte ne s'applique pas, et j'invite les fédérations à interpeller le ministère pour dire veuillez donner votre interprétation de l'article R 4421 parce que ce texte, actuellement utilisé par les inspecteurs du travail, non pas simplement dans le domaine de l'aide à domicile, mais Amazon, mais Carrefour, eh bien, ce texte, il est potentiellement une bombe qui viendra obliger des employeurs à être, je le dis comme je le pense, sous tutelle des inspecteurs de travail qui, par des courriers répétitifs, viennent dire vous devez mettre une poubelle comme ci, vous devez mettre des masques comme ça. J'indique pour simplement répondre sur ces points-là que l'ADAR, que je connais bien, avait des masques FFP2 en nombre suffisant, du gel hydroalcoolique en quantité suffisante et des blouses à manches courtes. On nous a dit il faut des manches longues, ils ont des manches longues. Bon, le reproche n'était pas de dire vous n'avez rien, c'était de dire bah écoutez, on vous demande de faire ce que prévoit le titre du livre 4. C'est là le danger. C'est là le danger de l'ordonnance. Voilà. Merci Maître Labbé pour cette plaidoirie qui est d'ores et déjà commencée. Je vous propose de passer au temps 2 et traiter la question du cadre légal qui protège l'institution et ses dirigeants en période de crise sanitaire avec une première question, Maître Labbé. L'état d'urgence sanitaire est déclaré, il élargit considérablement le pouvoir de l'exécutif. Quelle est la portée juridique de l'état d'urgence sanitaire? L'état d'urgence permet, et je reprends mon propos d'il y a quelques instants, permet à l'exécutif de prendre des textes qui sont dans le domaine législatif. Il n'y a pas plus spécialement un état d'urgence sanitaire. Il se trouve que le ministère de la Santé comme le ministère du Travail peuvent prendre, et elles en prennent, des dispositions applicables au regard de l'urgence et peuvent empiéter sur le domaine du législatif. Eh bien, pas de difficulté. En particulier, pardon de revenir sur mon propos précédent, mais rien n'interdirait actuellement au ministre de dire que l'article, pardon d'y revenir, mais le thème est important, de revenir sur 44.21. Il va de soi que tout employeur doit assurer la santé, la sécurité des salariés au travail et les associations doivent veiller à la santé de leurs patients ou des personnes visitées, mais venir actuellement au niveau de l'inspection du travail et du tribunal de Lille, et puis pour le Carrefour, je ne sais plus quelle est la juridiction, je crois que c'est Créteil, peu importe, dire que ce texte R4421, c'est pas les laboratoires, c'est toute structure où il y a un risque de contamination, et bien que l'on agisse auprès du ministère
pour que ce texte soit précisé, tout le monde sera apaisé et on reviendrait dans des conditions un peu plus saines dans la gestion d'une situation qui est difficile pour tout le monde. Merci, Maître Labbé. La force majeure peut-elle être invoquée dans ce contexte d'urgence sanitaire et est-elle un élément de modération de la responsabilité? Monsieur Dufault, je vais vous répondre en vous disant que les difficultés apparaissent au moment du procès ou au moment du litige. Venir dire la force majeure, c'est se mettre à la place de quelqu'un qui dit « je ne peux pas exécuter, je demande à mon créancier des délais ou de me dispenser de l'exécution et il me dit non ». Et le litige va devant le tribunal et le débiteur de l'obligation dit « vous comprenez, je ne peux pas payer parce que force majeure, imprévisible, irrésistible ». Autrefois, il y avait un troisième critère, c'était l'extériorité du risque. Il a disparu du Code civil. Bon, il y a force majeure, je demande au juge de me dispenser de l'exécution. Alors, je reprends mon propos. Les textes peuvent être génériques, la définition est générique, l'interprétation du texte, elle est par le juge. Eh bien, pardon de ne pas vous répondre, c'est peut-être une réponse de Normand, mais vous pouvez l'alléguer, le soutenir, le plaider, et le juge tranchera pour dire si vous avez, au cas d'espèce, tort ou raison. J'ai bien compris que c'était un argument qu'il fallait rapidement oublier. Alors, autre point, la presse fait écho de l'ouverture de parapluies des organisations de pouvoir, l'État, les collectivités, les dirigeants, les maires aussi le revendiquent. Les associations œuvrant dans le champ du médico-social exercent une activité dite réglementée, parfois au nom et pour le compte de l'État. Pouvez-vous nous dresser un panorama de la responsabilité civile, pénale de tous ces acteurs, particulièrement de l'association en tant que personne morale, peut-être de l'établissement en tant que personne administrative sans personnalité morale, peut-être des dirigeants salariés, des directeurs d'établissement qui ont quand même une responsabilité et un engagement particulier vis-à-vis de l'autorité, et puis évidemment des dirigeants élus, les présidents, le représentant légal, c'est-à-dire les membres du bureau du conseil d'administration. Oui, bien sûr. J'ai entendu M. Gazi dire que les structures sont bien sûr soucieuses de leurs responsabilités, mais également obéissent à des principes d'humanité et de solidarité. Ma réponse sera la réponse du praticien des tribunaux. C'est-à-dire que tout ce qui est aspect solidarité vis-à-vis des personnes accueillies ou visitées échappe à mon propos. Je me place uniquement sur le terrain juridique. Alors, comment aborder la question de la responsabilité? Je vais prendre plusieurs étapes dans mon propos. D'abord, puisque la responsabilité, elle apparaît quand il y a encore une fois litige, on engage la responsabilité de quelqu'un. La question, c'est qui peut être victime? Ne faut-il pas scinder les catégories de victimes? Je vous suggère 3 catégories, simplement pour les citer. Premier aspect, le tiers, la personne qui n'a aucun rapport direct avec la structure. Deuxième possible victime, l'usager, c'est-à-dire la personne qui est liée à la structure par une convention ou par une pratique. Et troisième victime possible, le salarié. Ces victimes, que peuvent-elles faire?
Première possibilité, agir sur le terrain pénal. Et se dire, bah, après tout, je suis victime d'un comportement pénalement répréhensible, j'ai subi un préjudice, le procureur de la République pourrait agir, mais moi, j'agis, je porte plainte, éventuellement avec constitution de partie civile, et pourquoi pas, puisque l'hypothèse est celle du coronavirus, dire vous n'avez pas suffisamment veillé, vous m'avez exposé défaut de soins ou défaut de bon, vous avez mis ma vie en danger, vous m'avez empoisonné si la contamination se fait par un procédé quelconque, vous n'avez pas veillé, je porte plainte. Bon, poursuite pénale. Deuxième poursuite possible, c'est la responsabilité civile. De façon classique, on va distinguer la responsabilité civile dite délictuelle, autrefois 1382, 83, 84, faute, dommage, on est responsable quand on est association des activités des salariés. J'ai un salarié, je vais prendre l'hypothèse de l'ADA, j'ai un salarié à qui je fournis des masques FFP2, mais qui se dit, après tout, je connais la personne chez qui je vais, bon, le vieux, il sort pas de sa maison, excusez-moi, la personne âgée ne sort pas de sa maison, donc il n'y a pas de risque pour moi, j'y vais. Oui, mais elle, cette personne qui va visiter, est contaminée. La personne âgée contracte le coronavirus, personne ne venait la voir, le médecin qui vient, lui, il a un test négatif, c'est pas lui qui a pu contaminer. Bon, eh ben, voilà, c'est l'aide ménagère qui a contaminé, responsabilité de l'association sur le plan civil pour le fait de son salarié, responsabilité civile 1382, 1383, 1384, ancienne numérotation. Troisième catégorie d'action, pour le troisième type de victime possible, c'est le salarié. Et j'attire votre attention encore une fois sur cette démarche actuelle qui consiste à dire le coronavirus peut être une maladie professionnelle. Si le coronavirus est une maladie professionnelle, vous connaissez la suite du mécanisme. Le salarié dit, puisqu'il y a maladie professionnelle, il y a manquement de l'employeur à son devoir de sécurité vis-à-vis de moi, j'agis sur le terrain de la faute inexcusable. Donc, voilà les types d'actions très sommairement décrits. Qui est responsable? Alors, dans les structures, premier aspect sur le plan pénal. Alors, vous savez qu'on en débat actuellement. Au Sénat, l'amendement qui est passé, qui est maintenant, je crois, transmis à l'Assemblée nationale, dit « Nul ne peut être poursuivi pénalement ». Le mot « nul » a un sens. C'est pas seulement le maire, c'est pas seulement le président du conseil départemental, c'est l'employeur et c'est finalement un peu n'importe qui. Nul ne peut être poursuivi. Bon, on pense bien sûr au maire, mais on pense aux employeurs, mais on pense à toute personne qui serait inquiétée pénalement d'avoir transmis le coronavirus. Donc, sur le terrain pénal, celui qui commet la faute est responsable, sauf l'hypothèse de l'amendement définitivement voté et accepté, qui viendrait exonérer de responsabilité pénale une immunité pénale. Après tout, il y a bien des immunités diplomatiques. Si je suis contaminé par l'ambassadeur, il est couvert par l'immunité diplomatique, on serait devant une nouvelle immunité.
Sur le plan pénal, si le dispositif n'est pas voté, c'est celui qui est personne physique en charge, c'est le président, à moins qu'il n'y ait eu délégation. C'est les hypothèses classiques sur les délégations de responsabilité. Le délégataire, voire le sous-délégataire, peut être pénalement répréhensible, poursuivi pénalement, à la place, au lieu et place du président si la délégation est régulière. Sur le terrain civil, on ne peut agir que contre une personne. Et sur le terrain civil pour les associations, les personnes morales, ce sont les associations, les structures, pas l'établissement, pas la filière, pas l'agence. Seule la personne morale peut être citée à comparaître devant les tribunaux. Alors, comment se défendre, quel que soit le type de responsabilité en cause? La question qui est fondamentale, c'est la question de la preuve. Il va de soi que sur le terrain pénal, la preuve, et les règles de droit pénal sont d'interprétation stricte, la preuve, c'est l'intime conviction du juge qui fixe la limite. Il n'y a pas de procédé de preuve meilleur qu'un autre, sauf dans certains textes, mais peu importe, au niveau pénal. Il faut que le ministère public ou que la victime démontre l'existence de l'infraction. On rappelle qu'il peut y avoir des infractions non volontaires, des infractions d'imprudence, mais il faut quand même établir les éléments et établir que le préjudice est en lien avec cette infraction commise. Sur le terrain civil, responsabilité délictuelle, tout mode de preuve. Et sur le terrain contractuel, pour l'usager, là, ça dépend de la nature de la relation que l'usager a avec la structure. Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'il y a un contrat tacite? Est-ce qu'il y a une obligation de sécurité? Je pense au transport, par exemple. Le transporteur doit la sécurité à la personne transportée. Cela contient-il la non-exposition au coronavirus? Quelle est la nature du contrat? C'est là où se fonde la responsabilité contractuelle. Il faut que la victime établisse que le contrat est là et que l'autre partie, débiteur de l'obligation, n'a pas respecté l'engagement pris de la sécurité ou de la salubrité ou de l'innocuité. On est sur un autre champ. En matière sociale, si la maladie est maladie professionnelle, inscrite dans les tableaux, présomption, là, difficile d'établir. Alors, question de la preuve contraire. L'employeur doit-il, peut-il établir la preuve contraire? Là, c'est actuellement que vous devez vous ménager la preuve des situations qui pourront éventuellement par la suite devenir litigieuses. Si un procès vous est fait dans un an, vous vous direz, mais ça s'est passé il y a un an, je n'ai plus la preuve. Alors, ménagez-vous la preuve et j'allais dire peut-être que les médecins du travail peuvent peut-être se poser la question de se dire, mais après tout, ces tests dont on parle beaucoup prouvent, par exemple, dans tel secteur d'aide ménagère, que mon aide ménagère qui est allée à tel endroit était sans aucune contamination, test négatif du coronavirus. Ménagez-vous la preuve de tout ce que vous avez pu faire pour garantir contre les risques. Vos salariés ont des masques, gardez les factures des masques.
vous avez le justificatif de remise des masques, c'est très bien. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux préparer le combat plutôt que de se dire le procès m'est fait 1 an, 2 ans, voire 3 ans après. Ah ben si j'avais su, j'aurais gardé la preuve. Dernière remarque pour répondre à M. Dufour et à la question de l'ouverture des parapluies. Évidemment, évidemment, si vous prenez l'ordonnance de l'ADAR, vous verrez que l'avocat de l'ADAR avait demandé l'audition du président du conseil départemental pour qu'il s'explique sur le fait que si l'ADAR avait des masques FFP2, ça n'était pas en provenance du département qui pourtant, disait-on, en avait commandé. Alors, ouvrir le parapluie, c'est dire, je mets en cause, dans le cadre du procès, les personnes qui, à leur tour, pourraient prendre une part de la responsabilité que moi, association, l'on m'impute. Quand vous aurez une action de groupe des usagers de l'ADAR venant dire, ben oui, mais regardez, il y a eu une contamination, écoutez, la responsabilité de telles structures, quand on est dans l'impossibilité d'avoir des organismes de tutelle les choses suffisantes pour y répondre, pour répondre aux besoins, écoutez, il y a une responsabilité partagée. C'est le genre de propos qui amènera à la création du fonds de garantie que j'évoquais au début de mon intervention. Voilà, très sommairement, le propos sur la responsabilité civile. Pardon d'avoir repris des règles très générales et même d'avoir donné les vieux numéros des articles du Code, mais je pense qu'il fallait quand même le préciser pour que les choses soient bien claires. Merci, Maître Labbé, de cette démonstration. Pour m'assurer que j'ai bien compris, et notamment la position du bénévole, le bénévole victime du dommage, donc l'intervenant bénévole dans le cadre associatif bénéficie d'une convention tacite d'assistance, et donc si le bénévole est victime du dommage, l'association indemnise le bénévole dans le cas d'une faute de l'association, par exemple un manquement de l'association aux règles de sécurité, si j'ai bien compris. Le deuxième point, le bénévole responsable d'un dommage causé à autrui, si j'ai bien compris votre propos, il faut considérer un lien de préposition entre l'association et le bénévole, puisque le bénévole agit sous l'autorité de l'association. C'est juste, Maître Labbé. Oui, monsieur Dufour. Alors, la question du bénévolat, elle rejoint également la question des stagiaires. C'est vrai qu'en droit public, on a les collaborateurs bénévoles du service public. Bon. Mais on n'est pas dans le service public, on est dans le service public, mais on n'est pas devant un collaborateur direct du service public. On est avec des collaborateurs bénévoles. Et que se passe-t-il si le collaborateur est victime, le bénévole est victime, que se passe-t-il s'il commet une faute? Alors, grande difficulté. Évidemment, s'il est victime d'un dommage, qu'il a fait une prestation pour l'association, il est logique que l'association l'indemnise pour le préjudice qu'il a subi. Mais, question annexe, et qui va peut-être rappeler un souvenir à une personne qui est peut-être sur le site, sur le webinaire. Qu'en est-il de l'accident qui survient aux bénévoles? Est-ce que c'est un accident de travail ou pas? Et est-ce qu'il a une couverture suffisante pour avoir les prestations du régime accident de travail? L'hypothèse était la suivante dans un CAT,
d'un jeune qui vient et qui dit « J'aimerais bien voir comment vous travaillez ici ». Et le chef d'atelier dit « Tu vois, c'est de la carrosserie, on fait et on meule par exemple ». Il dit « Je peux essayer ». Et le chef d'atelier dit « Oui, t'as qu'à essayer la meule ». Et il prend la meule à l'envers, ce qui fait qu'il reçoit toutes les particules de fer sur le devant de sa personne. Et pas de conséquences, mais question posée, est-ce que c'est un accident de travail? Non. Et donc, on ne saurait trop conseiller aux associations de convenir de conventions avec les bénévoles. C'est déjà le cas pour les stagiaires, et en particulier pour l'accident de travail, c'est souvent réglé. Pour les bénévoles, c'est vrai qu'il faut y penser. Ça m'amène à la question de l'assurance. J'invite très respectueusement l'ensemble des auditeurs à vérifier les contrats d'assurance parce que beaucoup de contrats d'assurance prévoient la garantie de la structure sur les risques professionnels et sur la responsabilité civile. Qu'en est-il pour le coronavirus, qui est un risque sanitaire? Si un salarié ou un tiers a la grippe, l'employeur, peu importe, il dit vous avez la grippe, vous êtes régime maladie, il n'y a pas de difficulté. Mais s'il y a contamination ou contamination des tiers, êtes-vous assuré pour le risque sanitaire? Et donc, regardez le risque coronavirus a généré des difficultés sur le plan économique et vous avez des commerçants qui disent « je suis allé voir mon assureur et il m'a dit non ». Le risque sanitaire, le risque coronavirus, il est sur le plan économique, mais il est également sur le risque de l'entreprise. Plus généralement, êtes-vous assuré? Et c'est une question qui, à mon sens, mérite d'être vérifiée à la lecture de vos polices. Merci, Maître Labbé. Donc, 2 recommandations. 1, contractualiser avec le bénévole et 2, s'assurer que la responsabilité civile de l'association est bien couverte. Votre propos incite quand même à remarquer que l'association est d'une manière générale responsable de ses bénévoles. Alors, à contrario, ça rassure l'honnête bénévole qui, en plus de donner de son temps et de son énergie, n'aurait pas à subir les conséquences d'un préjudice. Au printemps, les associations tiennent leur bureau, leurs conseils, parfois leur AG, en cette période de confinement. Une ordonnance sécurise-t-elle complètement les dirigeants qui voudraient tenir ces instances? Je vous propose de passer au temps 3 avec l'intervention de Stéphane Boré. Merci Jacques. Je regarde l'heure. On a été coupé. Voilà. Dans un autre bureau, donc alors je vais essayer d'être assez synthétique. Effectivement, je viens d'évoquer les ordonnances. On a 2 ordonnances parues fin mars, une ordonnance qui traite plutôt du sujet d'approbation des comptes annuels dans les associations. Et si vous me le permettez, compte tenu du sujet plutôt de responsabilité qui a été évoqué sur ce premier webinaire, on évoquera le sujet d'approbation des comptes lors du prochain webinaire qui touche à la partie financière, c'est-à-dire la semaine prochaine. Une deuxième ordonnance est venue fixer un peu les règles de tenue logistique, je vais le dire comme ça, des instances de gouvernance des associations. Bien conscient que les associations étaient dans l'incapacité de tenir des instances, que ce soit assemblée générale, bureau, conseil d'administration, de manière présentielle et physique, compte tenu du confinement.
et certainement que le sujet va se poursuivre parce que on peut parler de déconfinement, mais on peut aussi parler de confinement un peu desserré. Sur la responsabilité, on peut imaginer aussi qu'un conseil d'administration qui tiendrait en présentiel sans respecter les règles sanitaires engagerait la responsabilité aussi de l'association et de ses dirigeants. Donc la question en fait de la tenue des instances à distance reste néanmoins posée malgré le déconfinement. Et donc on a une ordonnance qui prévoit un principe assez simple, c'est de permettre la tenue à distance par des moyens audiovisuels ou par des moyens de conférences téléphoniques, de tenir les instances de gouvernance, bureau, conseil d'administration, assemblée générale. Pour ce qui est des règles de convocation, les statuts continuent à s'appliquer, que les statuts continuent à s'appliquer pour les principes de convocation et également en fait pour les périmètres décisionnels des instances de gouvernance. L'ordonnance vient traiter finalement une question logistique, pratique de tenue des instances. Une question peu juridique s'ouvre néanmoins sur le sujet, notamment le sujet des assemblées générales. L'ordonnance prévoit en fait la possibilité d'une consultation écrite auprès des membres de l'Assemblée générale lorsque la loi le prévoit. Et là, on a globalement, on peut le dire comme ça, deux écoles juridiques aujourd'hui qui s'opposent sur le sujet, ou en tout cas qui peut-être pas se confrontent, mais en tout cas ont des postures différentes. Première école qui nous dit la loi ne prévoit pas pour les associations la consultation écrite, et donc c'est interdit. C'est un peu d'ailleurs quand vous allez sur le site du asso.gouv, c'est la position qui est retenue par les pouvoirs publics. Donc l'absence de consultation écrite pour faire décider l'Assemblée générale. Et on a une deuxième école qui dit, mais dans la mesure où ça n'est pas interdit pour les associations, et d'ailleurs on pourrait très bien l'inscrire dans les statuts, ça doit pouvoir être possible. On a donc ces deux écoles qui discutent, qui dialoguent, qui sont en résonance. Le conseil que l'on peut peut-être donner à ce stade, c'est de dire, dans la mesure où vous souhaiteriez quand même faire une consultation écrite pour vos assemblées générales et que ce dispositif ne soit pas prévu par les statuts, en tout cas d'en faire état très clairement dans le procès-verbal de décision de l'Assemblée générale afin que l'intégralité des membres en soit informée. Voilà, donc ça c'est un point un petit peu de droit aujourd'hui qui agite la communauté juridique sur les assemblées générales. Ce que vous avez respecté également sur les instances bureau, conseil d'administration, c'est d'avoir des moyens techniques qui permettent l'identification des membres et la retransmission continue et simultanée des délibérations. Alors, ça paraît simple sur le papier. Après, on l'a tous exercé, je pense, depuis maintenant quelques semaines. On se rend compte que l'agilité technique que nous avons les uns et les autres sur le sujet ne permet pas parfois d'assurer la retransmission continue et simultanée des délibérations. Donc, voilà, ayez quand même un certain nombre de vigilance là-dessus. Par contre, les outils qu'on peut utiliser classiquement, je pense à Teams, Skype, Zoom, sont des outils tout à fait entendables pour tenir vos instances de gouvernance, mais assurez-vous de pouvoir récolter la parole et la décision de chaque membre bureau, CA ou assemblée générale. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement en résumé. Et concernant les délais d'approbation des comptes, nous verrons cela la semaine prochaine. Merci Stéphane. Ça veut dire que nos différents intervenants traitant de sujets de droit nous donnent comme recommandation prudence, prudence et encore prudence. Eh bien, il est temps d'ouvrir un peu quelques perspectives, j'espère rassurantes, qui apporteront de la sérénité. Et je passe la parole à Ahmed pour cette séquence perspective. Oui, merci Jacques. Alors je vais essayer de faire très court parce qu'on a déjà dépassé le temps et du coup être sur un registre
peut-être un peu plus large, beaucoup moins juridique, peut-être de l'ordre plutôt du moyen terme. Je ne sais pas s'il sera rassurant ou pas, Jacques, mais en tout cas, ce sont des propos qui nous paraissaient intéressants d'évoquer à la lumière des constats de ce matin, à la fois sur le lien avec les institutions, à la fois sur j'allais dire, le modèle associatif, ou en tout cas les aspects à la fois de gouvernance, à la fois d'organisation interne, avec comme trame de fond, comment est-ce que je suis en tant qu'association à la fois plus armé finalement pour partager ses responsabilités et à la fois comment est-ce que je peux solidifier et pérenniser mon modèle dans le temps. Alors, sur le lien avec les institutions, peut-être poser la question du mode relationnel. On est dans un contexte de crise qui généralement fait évoluer ces modes relationnels, donc c'est le bon moment pour se poser la question. Et l'outil contractuel privilégié ces dernières années pour cette relation, c'est le CEPOM. Il y a d'autres outils contractuels, mais c'est l'outil central. L'ambition initiale du CEPOM, c'était apporter de la simplicité dans les procédures budgétaires, apporter de la visibilité pluriannuelle et ainsi favoriser un dialogue de gestion qui se situe dans une dimension stratégique et de long terme. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que cet objectif, il n'est pas ou il n'est plus atteint et que le CEPOM, c'est plutôt une machine à produire du chiffre qu'à traduire une vision stratégique. Je fais assez caricatural. C'est assez emblématique de ce que peut produire une relation qui est de financeur à opérateur et c'est le mode relationnel privilégié ces dernières années. On voit aujourd'hui dans le contexte de crise que finalement ces pouvoirs publics qui sont dans une relation un peu méta d'autorité de tarification, comme je l'évoquais, là aussi pour gagner du temps, je raccourcis le propos et donc je caricature forcément un peu, mais on voit que ces pouvoirs publics ont de la difficulté à faire sans les associations dans un contexte de crise comme aujourd'hui. On voit avec un petit sourire que les opérateurs se sont soudain transformés en partenaires. On voit que c'est dans une échelle territoriale qu'il y a des solutions qui ont pu être trouvées et que l'efficacité a été trouvée. Dit autrement, les bénéfices de la réactivité et de l'adaptation ont été trouvés dans ce qui a été une relation partenariale et pas celle du régulateur à l'opérateur. Pourquoi est-ce que j'évoque ça? Parce que c'est évidemment pas sans lien avec notre sujet du jour. Et qu'une des façons d'inciter chacun à assumer ou d'amener chacun à assumer, assurer sa part de responsabilité, à les partager, c'est que ça soit cette relation de proximité, cette relation partenariale qui prédomine. Et donc, j'en reviens à mes fameux CEPOM. Aujourd'hui, on a des discussions de CEPOM qui sont mises en stand-by eu égard au contexte. Il y a un enjeu à ce que, au moment de la sortie de crise, elles puissent être réouvertes sur des dimensions un petit peu différentes et de pouvoir s'appuyer sur ces CEPOM, sur ces négociations de CEPOM pour avoir des vrais temps de dialogue, tirer des enseignements de cette crise et établir une relation plus partenariale. Alors, dit comme ça, c'est un peu angélique. Évidemment, ça demande aussi un changement. Je pense que les associations sont très demandeuses de ça. Ça demandera aussi un changement de posture de la part des autorités de tarification et de tout le monde. En tout cas, c'est une exigence, nous, qu'on portera au niveau de l'URLOPS. Le deuxième axe sur la question des organisations internes et peut-être du modèle associatif de façon générale. Là aussi, je vais utiliser un petit détour pour illustrer le propos. La réflexion qu'on a eue ce matin sur la question de la responsabilité, elle peut inspirer un parallèle avec ce qui s'est passé dans le secteur mutualiste depuis un peu plus de 20 ans. Dans le secteur mutualiste, la question prudentielle, c'est-à-dire la capacité, pour faire simple, la capacité d'un opérateur, qu'il soit privé non lucratif, statut mutuel, ou privé lucratif, statut assurance, à assumer ses engagements vis-à-vis soit de ses adhérents, soit de ses clients, et donc en quelque sorte sa responsabilité a été centrale dans un dispositif réglementaire qui s'est développé, qui s'appelle aujourd'hui Solvabilité 2. C'est un dispositif qui a considérablement renforcé des exigences en matière de contrôle interne, en matière d'audit, en matière de traçabilité. C'est des mots qui peut-être commencent à vous faire écho ou à vous faire penser à certaines choses qu'on rencontre dans notre secteur. Ce dispositif, il a eu donc pour conséquence positive de faire monter en compétence les mutuelles, que ce soit les professionnels ou la gouvernance, sur un certain nombre de sujets qui sont relatifs à la gestion, qui sont relatifs au contrôle des risques. Malheureusement,
la mise en œuvre de ces directives, elle s'est faite de façon indifférenciée, quelle que soit la nature des structures. On a considéré que, s'agissant de sujets qui sont des sujets techniques ou de gestion des risques ou de gestion de façon générale, qu'on soit un acteur privé non lucratif ou un acteur privé lucratif, ça n'avait pas beaucoup de différence. Du coup, il y a eu des conséquences qui étaient plus malheureuses à ce dispositif. D'une part, il a fait disparaître nombreuses petites mutuelles qui n'avaient pas forcément les moyens des exigences qui étaient imposées. Et aussi, à travers cette technicisation, on a considérablement amoindri la dimension politique pour des secteurs qui sont issus du secteur non lucratif. Pourquoi est-ce qu'on fait ce parallèle? C'est parce qu'il nous semble que dans une certaine mesure, il y a un risque identique qui peut guetter le secteur associatif si à la fois la technicisation et à la fois la question de la responsabilité et de la gestion du risque continue à occuper une place aussi importante. Alors, c'est une tendance contre laquelle il est difficile d'aller et on peut régulièrement réaffirmer la vocation du secteur associatif. Il nous semble aussi qu'il y a un enjeu à pouvoir être volontariste pour pas se voir imposer des choses ou des dispositifs comme ça a été le cas dans d'autres secteurs. Et donc, deuxième recommandation, en quelque sorte, à long terme, c'est l'enjeu de muscler les dispositifs de contrôle interne, les fonctions support plus largement de pilotage, en faisant en sorte qu'elles demeurent au service du projet stratégique de l'association. Ça demande évidemment des moyens qui soient adaptés, des moyens qui peuvent être aussi partagés entre acteurs associatifs lorsque des questions de taille peuvent se poser. Et puis, dernier point peut-être sur cette question des perspectives, c'est la place des conseils d'administration. On a évoqué assez largement la responsabilité des directeurs, mais on a vu plus largement que la responsabilité de l'association en tant que personne morale, elle pouvait être engagée, et donc celle du conseil d'administration. Alors, autant on peut considérer que les directeurs d'établissement ou directeurs généraux, par leur parcours, par leur formation, sont très outillés et très au fait de ces éléments, autant ça n'est pas systématiquement le cas pour les administrateurs. C'est parfois le cas, parfois ça ne l'est pas. Ce qui nous amène du coup à deux réflexions pour faire rapide. C'est d'une part un enjeu qui peut paraître décalé dans cette urgence, mais qui est celui de la formation des administrateurs quand même, pour qu'ils soient outillés et éclairés sur la façon dont ils engagent leurs responsabilités, mais aussi pour que le conseil d'administration puisse continuer à jouer son rôle d'organe de gestion et d'instance stratégique, d'autant plus dans le contexte de technicisation que j'ai pu évoquer. Il y a une offre de formation qui se développe assez largement à destination des administrateurs, mais qui demande encore à être appropriée. L'autre élément plus fondamental, c'est la question des modalités de la gouvernance elle-même. On voit apparaître de plus en plus des réflexions sur l'opportunité de faire évoluer les gouvernances vers des formes qui sont, par exemple, plus proches de celles des conseils de surveillance. Alors, ça peut être adapté pour sécuriser les administrateurs. Dans un conseil de surveillance, la responsabilité, elle n'est pas engagée de la même façon. Ça peut être adapté pour gérer une difficulté de renouvellement des instances. Un conseil de surveillance peut être plus ramassé. Parfois, ça peut permettre plus de réactivité en donnant plus de latitude aux dirigeants exécutifs. Ce sont des enjeux qui sont réels, mais il y a aussi, de notre point de vue, une vigilance à avoir sur la vie démocratique des structures et sur le fait que le conseil d'administration doit demeurer une instance politique qui impulse la stratégie et pas juste une instance de contrôle qui se dégagerait d'un certain nombre de responsabilités. Donc, dernière recommandation, si je puis dire, c'est l'enjeu, en même temps que d'avoir une réflexion sur l'évolution de l'organisation interne, d'avoir une réflexion sur l'organisation de la gouvernance, peut-être d'étudier ces statuts et voir s'ils sont adaptés à la gestion de situations de crise comme celle-là, de voir s'ils demandent à être modernisés, ce qui est aussi en lien avec ce qu'évoquait Stéphane juste avant sur la sécurisation des décisions des organes de gouvernance. Donc voilà de façon très résumée, sans avoir pu développer toutes les dimensions, mais trois conditions parmi d'autres ou trois, je dirais, dimensions qui, de notre point de vue, permettraient de solidifier à terme, ou en tout cas de permettre au secteur associatif de gérer il y a un petit peu de pouvoir traverser des situations comme celle-là, c'est
instaurer une vraie relation partenariale avec les financeurs et s'appuyer sur les différents outils de contractualisation. C'est d'être volontariste sur le dispositif de pilotage, mais au service du projet associatif et pas au service de la technique. Et c'est trouver les clés d'évolution de la gouvernance pour l'adapter, mais maintenir cette gouvernance dans un rôle qui soit stratégique et politique. J'ai fait le plus court possible, Jacques. Merci beaucoup, Ahmed, de ces perspectives. Alors, quelques questions qui restent en suspens. Probablement une question pour Maître Labbé. Je lis la question. Un projet de loi déposé au Sénat pour aménager la responsabilité pénale des élus au regard de l'ouverture des écoles serait à l'étude. La question posée est, les directeurs d'organismes gestionnaires ESMS pourraient-ils en bénéficier? Oui, ben, l'amendement proposé par le Sénat indique, je crois que c'est de la dernière version, nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée, Nul, ça veut dire n'importe qui, ça veut dire tout le monde, ça veut même dire, pourquoi pas, l'aide ménagère contaminée qui va au domicile d'une personne âgée et qui contamine, ben, a priori, nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée. Si l'amendement passe, c'est valable pour tout le monde. Merci, Maître Labbé. Une autre question. Ne peut-on craindre au contraire un changement de posture des autorités vers plus de rigidité et d'exigence administrative? Alors, écoutez, oui, c'est toujours la même chose. C'est ce que M. Dufour disait, on ouvre le parapluie. L'inspecteur du travail ne va pas, s'il fait un rapport, mettre de la souplesse ou bon, c'est j'ai fait mon boulot en rappelant, en faisant, en mettant et tout, que voulez-vous? Alors, que l'on ne vienne pas me reprocher, c'est ce que disent les maires. Que l'on ne vienne pas me reprocher ça, parce que je fais ce que je peux. Et c'est la raison pour laquelle ils demandent actuellement cette immunité, bon, parce que chacun est conscient qu'on ne peut pas tout faire, mais chacun est conscient également de se dire, après tout, je dois prouver que j'ai fait le maximum et que l'on ne vienne pas me reprocher parce que, non, on ne me le reprochera pas si j'ai demandé le plus du plus. Voilà. Donc, oui, il est possible que l'on ait la volonté d'un certain nombre d'agents de contrôle de faire au maximum. merci, Maître Labbé. J'ai une question pratico-pratique qui pourrait peut-être être traitée par le docteur Sion ou Alban. Voulez-vous repréciser la notion de DU sur les services de santé au travail? Donc, les services de santé au travail participent avec l'entreprise à la rédaction du document. Est-ce que Richard voulait intervenir là-dessus? Oui, je voulais juste dire, c'était un petit peu un oubli au début, c'était au tout début du webinaire, parce que vous parliez du DU, qui est effectivement un élément important actuellement, qui est remis pas mal en cause. Il fallait tous les revoir avec le Covid. D'ailleurs, c'est celui qui a, si je me souviens bien, mais les juristes en parleront mieux, c'est celui qui a fait un peu tomber Amazon. Tout ça simplement pour vous dire que, certes, il est de la responsabilité de la rédaction de l'employeur, mais les services de santé au travail ont vraiment beaucoup de possibilités d'aide pour les employeurs, pour les aider à rédiger. On a des maquettes, des guides à leur donner. On peut activement participer à cette rédaction si vous en avez le besoin. Voilà. Merci beaucoup, Richard. Il reste d'autres questions posées. Ce que je vous propose, c'est, compte tenu du timing, d'y répondre individuellement et passer à la phase remerciement. Merci particulièrement à l'URIOPS, aux médecins de Pôle Santé Travail, Alban et Richard,
Merci à son directeur général, Louis-Marie Hardy, le directeur de Pôle Santé Travail, ainsi que Maître Labbé et tous les intervenants de l'URIOPS. Rendez-vous le 15 mai sur un sujet cette fois-ci plutôt financier, mais toujours au profit du secteur de l'économie sociale et solidaire et du médico-social en particulier. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.